the question that leads me to my next question. Would you say that can we change the infrastructure landscape with that kind of use of technology today? I guess the short answer would be absolutely. Okay. Eric, je reviens à vous. En Afrique aujourd'hui, c'est le secteur des technologies de l'information et de la communication qui attire, je crois, 80% des investissements privés dans les infrastructures. La question que je voulais vous poser, c'est est-ce que c'est aujourd'hui la même chose dans les économies développées? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier ou autrement dit, pour attirer plus d'investissements vers les secteurs comme l'énergie, comme l'eau, où les besoins sont extrêmement importants? Je crois que tout à l'heure, notre amie sénégalaise, qui est conseillère auprès du président, a bien défini le cadre dans lequel il faut agir. Pour des investisseurs, au-delà de la question des partenariats publics-privés, la question de la stabilité du cadre dans lequel ils peuvent investir est une question cruciale. Stabilité politique, stabilité du cadre juridique, stabilité de la fiscalité, etc. Ça s'applique d'ailleurs à nous, pays dits développés, pas seulement pays émergents ou en développement. C'est une question clé. Pour ce qui concerne l'énergie, l'eau, là, de toute façon, on est en train d'assister déjà à des financements largement basés sur des partenariats publics-privés, avec tout le spectre qui a été défini tout à l'heure. Le partenariat public-privé peut revêtir, ça peut aller du BOT à la concession de services publics classiques. Mais là, pour le coup, ça se fait, je dirais, assez naturellement du fait de l'immensité des besoins, sans compter qu'un certain nombre de zones, on peut penser Californie, Mexique, Texas, ici, Afrique du Nord, certaines parties de l'Afrique du Nord, l'Inde, une partie de la Chine, l'Australie, vont tout simplement manquer d'eau. Ce qui paraissait inimaginable il y a quelques années. Il va y avoir des investissements majeurs. Les investissements, par ailleurs, ne se font pas que dans les secteurs de l'Internet, des télécommunications ou des nouveaux services. On a à imaginer des partenariats qui soient mutuellement bénéfiques. Tout à l'heure, la table ronde précédente citait l'accord de Tanger, enfin l'investissement à Tanger en matière automobile, industrie automobile, qui a été inauguré à la fin de l'année dernière. C'est un sujet que je connais bien parce qu'en plus, il a été polémique en France. C'est un débat qui avait été lancé par Nicolas Sarkozy dans son discours de Tanger sur l'Union pour la Méditerranée, qui a été abordé tout à l'heure. Et ensuite, ça a été un sujet de polémique en France parce qu'il restait à savoir si c'était une délocalisation ou pas. Et moi, j'étais de ceux qui plaidaient au contraire le fait que c'était une localisation voulue, volontaire, dans un cadre euro-méditerranéen qui correspondait à un besoin d'emploi, d'investissement ici au Maroc, mais qui était totalement cohérent dans la stratégie de Renault, parce que personne n'imagine aujourd'hui que Renault soit capable de faire des véhicules low cost, entre guillemets, entrée de gamme, avec ce que sont les contraintes sociales et salariales en France. Et là, si délocalisation il y a eu, c'était plutôt de la Roumanie vers le Maroc. Et donc on est dans un espace qui doit être adapté. J'écoutais tout à l'heure ce qui se disait à la table ronde précédente. Moi, je me réjouis que la Chine, que le Moyen-Orient, qu'un certain nombre de grands pays s'intéressent à l'Afrique et au Maghreb. Tant mieux pour eux, et l'amour n'a pas besoin d'être possessif et exclusif. Mais en même temps, nous, Européens, nous considérons que nous avons une responsabilité particulière, un intérêt particulier, une histoire, une géographie et des intérêts qui doivent nous inciter
à investir davantage et à nous tourner davantage vers l'Afrique et vers le Maghreb. Et je sais bien que l'Union pour la Méditerranée a suscité beaucoup d'espoir, puis beaucoup de scepticisme ou de désillusion. Mais ça n'est pas parce qu'elle a mis du temps à décoller que pour autant, ça n'est pas une idée pionnière. En tout cas, moi, je crois que c'est toujours un cadre parfaitement adapté à des partenariats qui permettent de trouver de nouveaux financements. Sinon, nous aurons aussi, on l'évoquait rapidement tout à l'heure en aparté, nous aurons avec le temps de nouveaux financements innovants. La taxe Chirac, entre guillemets, sur les billets d'avion a été moquée au départ. Et aujourd'hui, elle mobilise des sommes relativement importantes. La proposition de Nicolas Sarkozy, qui était une taxe sur les transactions financières, on sait très bien tous les raisons pour lesquelles elle ne s'est pas développée. Ça suppose une espèce d'accord international. On parlerait là de gouvernance mondiale. Est-ce que pour autant elle est mort-née ? Je ne le crois pas. Il y aura, sous des formes à définir, d'autres initiatives qui émergeront. Mais en attendant qu'on soit capable de dégager des ressources importantes pour lutter contre les inégalités, favoriser le développement et financer des infrastructures par des moyens réellement innovants, si je puis dire, je pense qu'il y a quand même, à l'échelle interrégionale et à l'échelle, pour ce qui nous concerne, Europe-Afrique, des possibilités de coopération et de financement à trouver, pour lesquelles je reste très optimiste, si tant est que les politiques des deux côtés de la Méditerranée restent mobilisées sur le sujet. Marc, il y a une question qui revient de manière récurrente dans notre discussion au sujet quand on parle de la participation du secteur privé dans les infrastructures. C'est la mauvaise appréciation du risque dans les investissements, dans les infrastructures. Mauvaise appréciation, alors c'est notamment le cas en Afrique, mauvaise appréciation des risques politiques, mauvaise appréciation des risques sécuritaires, réglementaires, on vient de le redire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça ? Comment est-ce qu'on peut arrêter ou convaincre le secteur privé d'arrêter de surestimer les risques en Afrique, puisqu'on sait qu'ils sont largement surestimés par le secteur privé aujourd'hui ? Je crois que c'est un dialogue des deux côtés. Parce qu'on peut surestimer les risques, mais de temps en temps, le public surestime aussi ce qu'on peut demander au privé. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on ne trouve pas les projets. Actuellement, vous avez dit qu'il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de projets qui sont arrivés sur des bureaux, en effet, de financiers, et peu de projets qui sont éligibles, parce qu'on ne peut pas tout demander. Donc d'abord, il y a un apprentissage gigantesque à faire de la part des deux parties. Moi, ce que je crois qu'il faudrait d'abord aussi essayer de faire, j'insiste sur ce point, sur le financement, c'est la part du financement public. Parce qu'en fait, l'inquiétude que j'ai, vous l'avez évoqué tout à l'heure, madame, aujourd'hui, les infrastructures, elles sont d'abord et avant tout financées par le public, mais que 10% des potentiels. En Afrique, pourquoi ? Parce que on a parlé ce matin de croissance. Vous avez dit, monsieur Zinsou, on est à 5, peut-être à 7, à 5, c'est ric-rac, à 7, c'est mieux. Et il n'en reste pas moins que j'ai regardé de très près l'évolution des budgets des États. Elle n'est pas à 5, elle est à 0,1, elle est à 0,2, c'est-à-dire que vous avez une croissance mais qui ne se retrouve pas dans les budgets des États. Je crois que, et ça revient à cette problématique qu'est la bancarisation, c'est qu'il y a un triptyque complet. Il n'y aura pas d'investissement public possible payé par les États si on ne réfléchit pas à la bancarisation qui permet d'avoir de l'argent et de la liquidité dans les banques pour accélérer les investissements publics des États et qui ne permettra pas en même temps de financer les infrastructures publiques. Donc je crois que tout ça est extrêmement lié. Je me permets d'évoquer d'ailleurs une idée d'un de vos collègues, Hervé Novelli, sur laquelle on est en train de se demander s'il n'y avait pas une possibilité de transfert de manière bien évidemment extrêmement différente, qui est l'auto-entrepreneuriat. 85% d'informels en Afrique. Est-ce qu'il n'y aurait pas besoin de créer, j'ai envie de dire, des entreprises faciles à construire en 48 heures d'inscription, avec une fiscalité beaucoup plus modeste que celle des entreprises, pour pousser des gens à faire le premier pas vers l'entreprise, mettre de l'argent dans les banques et trouver une nouvelle facilité. Je crois qu'en tout cas, on doit réfléchir à tout cela. On ne sécurisera pas les investisseurs privés s'il n'y a pas non plus d'argent à l'intérieur des caisses des États. Et tout ça est pour moi aujourd'hui le défi des 10 ans qu'il y a à venir. On trouvera toujours des gens qui prendront des risques. Mais vous l'avez dit, madame, il y a
aussi tous les risques politiques. Il y a le MIGA qui peut aller facturer du risque sur l'investissement public. C'est très cher, donc il y aura certainement des mutualisations ou des fonds à trouver pour trouver les nouveautés de garantie sur le secteur public, sur ses financements. Mais par contre, il y a de l'appétence. On l'a dit tout à l'heure, il y a de l'argent. Il y a des fonds dédiés aux infrastructures. Il y a des gens qui, aujourd'hui, au nord, croient que l'avenir est au sud. Indéniablement. Et il y a en plus le Maroc qui est le hub vers le sud avec une langue qui est la même. Et j'aimais bien cette expression au moment où l'UPM s'est lancé. Entre la France, le Maroc et l'Afrique de l'Ouest, on travaille à la même heure, avec la même langue. Donc on devrait faciliter, accélérer les échanges dans les années qui viennent. Donc je pense que c'est pas simplement une question de risque, c'est en effet une question de tout l'environnement socio-économique. Dans celui-ci, peut-être que le problème principal à régler, ce serait la bancarisation pour en effet avoir de la fiscalité qui monte dans les États et réaugmenter les capacités à rassurer le privé de la capacité des États à financer les investissements publics. Alors, il y a des fonds, on l'a dit et on le répète. Par contre, il y a des projets pour lesquels on se rend compte qu'il y a très peu de fonds. C'est les projets entièrement nouveaux, ce qu'on appelle en anglais les projets Greenfield. Pour cela, on a vraiment du mal à mobiliser du capital. Qu'est-ce que la puissance publique peut faire aujourd'hui, Aminata, pour y remédier ? Et je reposerai ensuite la question à Marc. Qu'est-ce que le secteur privé attend des États pour ce type de projet ? Je pense qu'il y a de nombreux exemples de projets Greenfield qui ont été financés. On revient toujours à deux facteurs clés. La qualité de l'environnement du pays qui attire et qui porte le projet et la qualité du projet lui-même. Je crois que finalement, si on devait même essayer de hiérarchiser entre ces deux problématiques, je pense que la problématique essentielle aujourd'hui en Afrique, c'est le problème de l'environnement, le climat des affaires, et la capacité des États à adopter, à accélérer les réformes structurelles nécessaires. Je ne vais pas revenir sur le débat de ce matin entre la différenciation francophone, anglophone, mais il serait intéressant de vraiment affiner le diagnostic pour comprendre qu'est-ce qui bloque en fait la mise en œuvre des réformes essentielles. Puisque les problèmes sont largement connus, les diagnostics ont été largement fait par le secteur privé, par les institutions internationales. Il y a même le classement, le fameux classement Doing Business aujourd'hui. Mais les process de réforme sont extrêmement lents. J'ai ma petite idée là-dessus. Il y a des lobbies très forts de toutes sortes qui s'opposent aux réformes en fonction de la réforme, en fonction du facteur de l'environnement dont il est question. Si on prend par exemple dans nos pays francophones le problème de la réglementation du travail, qui a un impact dans certains secteurs d'infrastructure aussi. Des lobbies extrêmement puissants s'opposent à ces réformes, bien qu'ils représentent un nombre très peu élevé de travailleurs. Suivez mon regard par rapport à un nombre élevé de chômeurs et de sans-emploi. Si on prend le cas de la fiscalité, là, ce sont nos partenaires plutôt du FMI qui, à mon avis, constituent un blocage majeur parce que toujours dans une logique de court terme par rapport à l'équilibre des finances publiques. Donc, toute réforme de la fiscalité en termes de baisse s'apprécie de leur part comme une perte de recettes à court terme et aucune solution n'est proposée pour justement financer le gap pendant la période de transition, le temps que l'économie et la croissance génèrent des revenus supplémentaires. D'autres exemples de lobbies qui s'opposent aux réformes existent dans d'autres secteurs. Donc, je pense que c'est ces questions qu'il faut adresser. Par contre, il y a des pays où la volonté politique très forte, justement, a pu vraiment tenir le coup. Et le cas du Rwanda a été largement cité ce matin. L'île Maurice aussi est un exemple type. Le Burkina Faso fait des avancées significatives. Donc, il y a d'autres pays qui sont à la traîne. Mais je pense que c'est là qu'il y a des efforts à faire pour accélérer les réformes d'amélioration du climat des affaires.
Maintenant, sur le côté qualité des projets, bancabilité des projets, on l'a dit aussi, c'est la capacité des institutions publiques de se doter des ressources humaines, des compétences qu'il faut, de l'expertise qu'il faut. Souvent, nos administrations ou nos États n'ont pas les moyens de payer ces expertises, ou alors méconnaissent même la nécessité de se doter de ces expertises pour un peu enrichir l'administration classique qui est peut-être formatée suivant un certain profil. Si je prends le cas du Sénégal, nous avons eu beaucoup de mal en 2000 quand ces programmes de promotion de ces grands projets de financement du secteur privé, de l'investissement privé, à faire accepter, disons, une intégration de ressources qui viennent du secteur privé dans l'administration. On a beaucoup discuté justement des agences qui étaient une solution justement pour pouvoir capter des ressources privées ou des ressources humaines qui viennent de la diaspora, parce que ayant la souplesse qu'il faut, sortant du cadre de traitement salarial classique qui n'est pas attractif, etc. Mais donc toutes ces mutations sont en cours. Il faut les accélérer pour que nos États, nos économies puissent se doter du profil qu'il faut pour bien préparer des projets, bancables, pour bien négocier avec le partenaire privé des contrats équilibrés et donc se doter des chances d'avoir des projets qui puissent être financés. Je voudrais aussi, peut-être sans être très longue, qu'on n'oublie pas l'approche sous-régionale aussi quand on parle des infrastructures. On va y venir. On va y venir. Donc ça aussi permettrait, peut-être pour répondre à votre première question, d'attirer des capitaux de pays, parce que dans une sous-région, il y a toujours des pays qui sont plus riches que d'autres. Peut-être en faisant des projets ensemble, on pourrait aussi capter des ressources de ces pays plus riches pour des projets communs. J'aurais peut-être aimé avoir une autre réaction sur les projets Greenfield, qui sont souvent les projets les plus innovants. Marc, comment vous voyez ça ? Alors, juste pour abonder et terminer sur les propos qui viennent d'être dits, oui, la clé du succès sera quand même le renforcement des capacités. Indéniablement du côté, bien évidemment, des fonctionnaires de l'État et des collectivités, mais en même temps de l'information aussi des décideurs publics et politiques. Sur les projets Greenfield, je crois il va falloir trouver de l'imagination. La difficulté, c'est qu'on est tous dans des cadres juridiques contraints qui sont là, et la loi est la loi, et on rentre dedans. Et l'imagination, elle portera, je le pense, alors sur les recettes annexes. Il va falloir se mettre autour d'une table pour essayer de voir comment on peut diminuer les risques ou trouver des recettes supplémentaires qui rassurent le privé pour, en effet, avoir envie de porter demain de l'investissement sur du projet public. Mais là encore, il faut que les outils juridiques le permettent, mais que les mentalités rentrent dedans. On l'a vu en France avec le contrat de partenariat. Je le vois aujourd'hui un peu à l'envers sur le Cameroun, avec cette fameuse tour numéro 1 qui existait depuis 20 ans, qui avait été construite, qui était en béton, et puis il n'y avait plus d'argent pour finir le ministère, et puis pendant 20 ans, on a essayé de trouver des solutions. Et finalement, c'est une sorte de contrat de partenariat à l'envers, c'est-à-dire un privé qui va prendre l'exploitation d'un immeuble et qui va donner un certain nombre d'étages à la personne publique gratuitement. Reste à savoir combien d'étages, c'est toute la négociation que l'on doit avoir entre le privé et le public pour trouver le financement des infrastructures de demain. Mais on peut imaginer, en effet, que l'on trouve des disponibilités sans pour autant spolier. Personnellement, je suis contre les ventes des espaces publics où on prend de l'argent, soi-disant pour les affecter à un sujet, puis finalement, ça va dans un autre. Il vaut mieux les adosser pendant des années pour avoir des recettes annexes et avoir toujours la capacité d'avoir de l'argent pour entretenir et maintenir des bâtiments. Parce que j'aimerais juste revenir sur un fondamental du PPP, en tout cas versus contrat de partenariat, qui, s'il était vrai en France, me semble encore plus vrai sur l'Afrique. C'est que livrer un bâtiment, vous l'avez dit, madame, d'abord on est à 25 ans. Donc c'est très très loin des préoccupations des élus qui se font réélire tous les 5 ou 6 ans. Ensuite, on a l'habitude de faire des marchés publics. On livre un bâtiment, on l'inaugure, on est dans la presse, on est parti avec une stèle devant et son nom sur la plaque. Et puis demain est un autre jour. Et puis les bâtiments, ils se dégradent. Et puis un jour, on n'a plus les moyens de l'entretenir. Et puis un jour, il faut les détruire parce que 20 ans après, finalement, ils ont été tellement mal entretenus qu'il faut recommencer à zéro. Et si on a créé aujourd'hui des contrats de partenariat en France, c'est pour en effet donner une durée de vie de 20 à 30 ans.
mais pour redonner cette durée de vie après. Et si on l'a fait en France sur 30 ans, je crois comprendre souvent en discutant que sur des universités, des bâtiments publics en Afrique, c'est 5 à 10 ans. C'est-à-dire que l'intérêt de l'investissement, pour moi, le PPP, ce dont on parle, ça doit être de l'investissement public durable. C'est-à-dire que oui, on doit réfléchir au-delà de sa carrière, de sa réélection, voire de la carrière des fonctionnaires qui vont signer. Pourquoi ? Pour se dire, dans 30 ans, ceux qui seront là, ils auront toujours quelque chose d'utile. Et qu'est-ce qu'on a créé entre-temps ? On a créé de la richesse, parce qu'on n'a pas construit un bâtiment en partant avec soit des ouvriers chinois, soit des ingénieurs français qui sont retournés dans leur pays et en disant débrouillez-vous. On a passé une joint venture avec des entreprises locales qui vont créer des emplois pour entretenir, maintenir, chauffer ou climatiser ce bâtiment pendant des années. Et donc on crée de la richesse, on crée de la valeur et surtout on a de l'argent public mieux géré. En tout cas, moi j'ai l'intime conviction que tout ça c'est totalement nouveau. En fait, la grande difficulté que l'on a tous, c'est de lutter face aux habitudes des administrations, aux habitudes des grands groupes, parce que tout ça, vous l'avez dit, c'est innovant et tout ce qui est innovant, ça fait peur dans les administrations, mais aussi pour ceux qui ont eu 30 ans d'habitudes autres. Et les logiciels vont changer avec les nouvelles générations qui arrivent derrière dans les entreprises et dans l'administration. C'est certain, on est aujourd'hui depuis 10 ans à l'ère de l'Internet, il y aura une économie de l'investissement public, d'ailleurs vous venez de le dire vous-même monsieur, sur ces modes de financement même, qui va totalement changer dans les années à venir. Alors, Eric, ça nous amène à une autre étape de notre débat. En Europe comme ailleurs, les États sont contraints à des efforts budgétaires très importants. Et ça pose la question simplement de la répartition des rôles aujourd'hui, notamment dans les infrastructures, entre secteur public et secteur privé. La question du périmètre d'action de l'État. L'État doit-il tout faire ? L'État peut-il tout faire ? Est-ce que c'est à l'État de construire des lignes à grande vitesse aujourd'hui ? Est-ce que c'est à l'État de construire nos usines de production d'électricité ? En France, l'État ne construit pas les usines de production d'électricité, mais il est vrai qu'il y a une grande entreprise publique, EDF, qui produit 75% de notre électricité d'origine nucléaire. Et là, effectivement, lorsqu'on touche au nucléaire, par exemple, une spécificité française plus partagée qu'on ne le croit, l'ensemble d'abord des risques à gérer et du contexte de création d'un parc nucléaire et d'autre part les financements à mettre en œuvre font que de toute façon il y a un rôle particulier pour l'État. Mais regardons les autres appels d'offres nucléaires, puisque vous citez l'électricité qui sont en préparation actuellement dans le monde. Regardez les plus gros, Chine, Inde, Arabie Saoudite, par certains côtés Afrique du Sud. Là, systématiquement, le privé s'apprête à jouer un rôle extrêmement important. Prenez l'Arabie Saoudite qui va probablement être le contrat du siècle en matière nucléaire. 16 réacteurs de 3e génération, ce sont des privés qui vont être totalement opérateurs. L'État saoudien va simplement donner le cadre de régulation. Je crois qu'on est obligé, dans la période de contrainte qui est la nôtre, de revenir à ce que doit être, dans une économie moderne, le rôle d'un État. Il doit créer un cadre propice à l'investissement, à l'entrepreneuriat, à l'attractivité du territoire, comme on dit aujourd'hui, pardon, et créer un cadre de régulation qui soit le plus approprié. Ensuite, je le disais tout à l'heure, pour un certain nombre de projets les plus risqués, ceux sur lesquels il est indispensable que les investissements aient lieu, mais il n'y a pas nécessairement de recettes privées suffisantes, à ce moment-là, l'État doit jouer son rôle en dernier ressort, c'est inéluctable. Je prenais tout à l'heure l'exemple de l'aéroport de Paris. L'une de nos faiblesses, c'est la liaison Roissy-Paris. Bon, tout le monde sait qu'il faut une ligne dite CDG Express, Charles de Gaulle Express, entrée sur Paris. Pour l'instant, force est de constater que l'investissement privé n'est pas capable par lui-même de le prendre en charge. Bon, le jour où l'État estimera qu'il est indispensable pour l'image de la France et de l'attractivité de la France auprès des investisseurs qu'il y ait cette entrée directe dans Paris, il sera obligé de mettre la main à la poche pour sécuriser l'investissement
l'investissement privé. C'est absolument inéluctable. En revanche, il y a des tas d'autres secteurs, y compris un certain nombre de ceux que l'on a cités, l'énergie, l'eau, etc., qui peuvent être rentables. La grande difficulté dans ces cas-là, elle est politique, on le sait bien. C'est pas le modèle économique. Le modèle économique, on sait à peu près où se situe le coût de revient du kilowattheure. C'est la difficulté politique pour tous les États. C'est vrai pour nous, comme c'est vrai, je sais que ça fait l'objet de discussions au Maroc. On a un ministre au premier rang et son prédécesseur juste à côté, donc ils connaissent bien le sujet. C'est la compensation, que ce soit en électricité, en pétrole, ou quand vous voulez aider des agriculteurs dans le secteur de l'irrigation. Et on est tous coupables de ce point de vue-là, parce qu'on casse le thermomètre régulièrement. Nous, en France, on avait une formule mathématique pour l'adaptation du prix du gaz, qui permettait un modèle économique extrêmement réglé. Donc l'équation disait tout simplement que lorsque le prix du gaz sur le marché spot augmente, eh bien mécaniquement le prix du gaz augmente. Et lorsque ça arrive à des augmentations de prix de 7, 8 ou 10%, c'est intenable politiquement, surtout quand vous avez une entreprise qui est détenue majoritairement ou partiellement par l'État. La pression politique est telle que sous une forme ou sous une autre, et quel que soit l'habillage que l'on fait, on casse le thermomètre pour dire non, c'est impossible. Donc là, on n'est plus dans un calcul de rentabilité économique. La rentabilité existe, c'est simplement est-ce qu'on accepte ou pas, et est-ce qu'on est prêt ou pas politiquement à faire payer à l'usager le juste coût de la production. Mais le modèle, lui, existe. Je crois que on touche du doigt la question, finalement, les taux de rentabilité exigés par le secteur privé aujourd'hui. Taux de rentabilité qui, in fine, va se répercuter sur le prix payé par l'usager, entre en conflit avec le caractère transformationnel et qui... Pas nécessairement, parce que, comment dire, il n'y a pas besoin d'avoir de fantasmes sur les marges excessives que seraient celles du privé en la matière. Regardez en matière de délégation, en matière d'eau et délégation de services publics, regardez le mouvement qui s'est amorcé en France pendant quelques années, procédure dite de remunicipalisation, c'est-à-dire réappropriation par les communes de la distribution de l'eau, contestant les marges, il est vrai, par le passé parfois excessives, des grands distributeurs d'eau. Et puis aujourd'hui, vous avez l'esquisse d'un mouvement inverse, parce que l'investissement et le fonctionnement nécessaire pour qu'un réseau de distribution d'eau potable soit particulièrement performant mobilise des ressources très très importante. Et comment ça s'ajuste de ce point de vue-là ? Eh bien, vous donnez un droit de regard à l'autorité publique, qu'elle soit État, collectivité locale, en fonction des dossiers que vous traitez. Vous discutez même du niveau de marge et de la vérification par des audits du niveau de marge. Donc même cette question-là de la marge peut être traitée sans aucune difficulté. Regardez l'usine de dessalement de Melbourne, qui vient d'être inaugurée, qui est la plus grande usine de dessalement de l'eau de mer pour fabriquer de l'eau potable. Contractuellement, il se trouve que c'est une entreprise française, GDF Suez, qui l'a fabriquée. Contractuellement, vous avez un taux de marge qui est vérifié en permanence. Donc il n'y a pas incompatibilité de ce point de vue-là. Aminata, est-ce que vous voyez les choses de la même manière ? Est-ce que en Afrique, les faibles niveaux de revenus ne rendent pas les populations particulièrement vulnérables sur des biens publics aussi essentiels que l'électricité ou l'eau ? Par rapport à la problématique des financements privés, je pense qu'il faut distinguer quand même les secteurs. Autant on a différencié en début de séance les pays, je pense qu'autant il faut différencier les secteurs, parce que les problématiques, les modèles financiers, les marchés et les capacités des usagers à payer un certain niveau de redevance n'est pas le même. On a privatisé ou mis sous concession avec succès le secteur de l'eau dans de nombreux pays en Afrique, notamment francophones, alors qu'elle était gratuite pour les couches les plus vulnérables pendant longtemps, mais la mauvaise qualité de service, même la difficulté d'accès à ce service était très très mauvaise.
Donc la privatisation ou l'introduction du secteur privé n'a pas exagérément augmenté les prix et a rendu l'infrastructure ou le service plus disponible pour les couches vulnérables. Quand on vient dans le secteur de l'énergie aussi, je pense que dans des contextes de nombreux pays où il y a des crises énergétiques très très graves, aujourd'hui le consommateur, même le plus pauvre, aspire à avoir accès à cette ressource, bien sûr à un coût soutenable. Donc toute la problématique, c'est comment justement monter des projets, monter des IPP équilibrés avec une concurrence déjà au départ qui permette de négocier les meilleurs prix et les meilleures marges, en tout cas les marges les plus intéressantes, aussi bien pour le public que pour le privé, mais aussi de limiter la subvention publique qui sera forcément nécessaire parce qu'on ne peut pas passer les prix du marché, les prix de revient aux consommateurs les plus faibles. Et donc, dans le secteur de l'électricité, de plus en plus, il y a des IPP très, très performants, équilibrés, qui se mettent en place, avec des sources de financement aussi qui se diversifient, aussi bien du secteur privé traditionnel que du secteur privé venant de pays émergents ou d'autres sources. À mon avis, la difficulté aujourd'hui en Afrique subsaharienne que je vois, c'est dans le secteur comme le secteur des transports, où l'usager avait l'habitude d'avoir accès à l'infrastructure gratuitement. Et si on veut introduire, par exemple, les autoroutes à péage, comme ça s'est fait en Afrique du Nord ou en Afrique du Sud, dans nos États, où les routes déjà étaient de mauvaise qualité, pas disponibles, le peu qui était disponible était gratuit, même si l'usager aspire à avoir une qualité de service, il n'est pas encore prêt à payer un niveau de péage d'un certain niveau. Parce que la route elle est utilisée par les travailleurs pour aller chercher du travail, elle est utilisée par l'ensemble de la population. Et donc, il y a une question clé aujourd'hui qui se pose, c'est quelle politique de péage mettre en œuvre quand on veut réaliser des autoroutes à péage dont on a désespérément besoin, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, au niveau sous-régional. Et là, il y a différents modèles. Par exemple, au Sénégal, nous avons opté pour offrir une route gratuite alternative comme politique de péage. Donc, au moins, l'usager a le choix. Et il a fallu de longues discussions entre juristes, remonter jusqu'à la Constitution sur le droit de l'usager à utiliser une route gratuitement. J'étais récemment au Kenya, à la demande du gouvernement kenyan, où la problématique donc, de cette politique de péage se pose. Et eux, ils souhaitent utiliser le modèle indien, c'est-à-dire pas de route alternative, juste agrandir ou upgrader les routes existantes et donc imposer le péage à l'usager. Donc, ils sont en train de réfléchir à quel modèle de péage. Est-ce que ce sera l'usager payeur, donc, et cet usager sera obligé de payer, peut-être à un tarif subventionné, ou alors ce qu'on appelle les shadow tolls. Donc, c'est gratuit pour tout le monde, mais, gratuit entre guillemets, mais c'est la collectivité ou le budget de l'État qui va payer pour tout le monde. Donc, ça se passe aussi, je pense, en ce moment en Afrique du Sud, ou sur l'autoroute Johannesburg-Pretoria. Je pense que cette autoroute est en ce moment bloquée parce que les syndicats de transporteurs refusent le principe de payer le péage, alors que l'investisseur a déjà investi. Donc je pense que les secteurs sont différents, les problématiques différentes, donc il faut regarder chaque secteur avec vraiment beaucoup d'attention et adopter une politique qui soit soutenable, aussi bien pour l'investisseur, pour l'État que pour les usagers. Ryan, you wanted to react. Yes, thank you. On this issue of user fees, and with my role as the technologist on the panel, I think that these mobile phones are going to be very important going forward in terms of the ability to collect user fees. Historically, the reason we haven't been able to collect more user fees is that it's very cumbersome to have a big toll booth and all the employees to collect the toll on the road, and you have to stop every so many miles.
But as we move into an internet-enabled world, and it's easy to make mobile payments, and I know in Africa mobile payment systems are really catching on, the ability to collect very small micro payments from thousands of people. You're seeing in San Francisco now the creation of entire networks of bicycles, and you don't have to own your own bicycle anymore. You punch in a little code and take the bike and ride the bike, and then you return the bike, and you pay for it via your phone bill. Zip cars, you don't even need to own the car anymore. You can take the car and return the car, and other people in the network can use the car. Again, it's infrastructure as a service. And so I think the potential over time, maybe it's not this year, maybe not in 5 years, but certainly over coming decades, over our lifetimes, the ability to collect user fees with technology makes it possible to charge the beneficiaries of the service in a much more efficient manner. Alors je crois qu'on arrive au terme de notre débat d'aujourd'hui. Je voudrais en profiter pour remercier nos 4 panélistes de nous avoir rejoints aujourd'hui et d'avoir fait le déplacement parmi nous. Le programme continue tout de suite avec une session dédiée aux énergies renouvelables et on a le plaisir d'accueillir Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Le programme continue tout de suite.